Vous voyez quand les footballeurs ils parlent de Messi comme d'un phénomène, qu'ils ont jamais vu un joueur pareil et tout, bah c'est exactement la même chose avec Alcuin. Il marchait pas, il marchait pas, Mais c'est marche, Noah. Bon déjà, Alcuin c'est un anglais. What is her gonna do after the set food? Il est né vers 730 dans la ville de York, au nord de l'Angleterre. Par rapport à sa famille, on sait pas trop, mais bon, vu ses études, ils deviennent bien gâtés à Noël. Quand mes parents sont séparés, ça va choquer ce que je vais dire, je l'ai vu comme un business. Hé, quand il y avait Noël, je dis ouais, mais tu vois, papa il a acheté ça. Ah ouais, tu vois, qu'est-ce que tu proposes? J'allais voir ma daronne, je dis ouais, mais papa il m'a acheté ça, toi, c'est... Ses études, tiens, il maîtrise la langue latine, il cite des rappeurs comme Aristote, Cicéron, Grégoire le Grand, Virgile. Au niveau de sa carrière, en 766, il est bibliothécaire à l'école épiscopale de York. Quelques années plus tard, il devient écolâtre, c'est-à-dire maître d'école. En gros, c'est celui qui dirige les écoles où se forment les moines et les futurs prêtres du diocèse. Aujourd'hui, c'est un peu le directeur d'un grand séminaire. Pour lui, les sciences profanes et la Bible, tu peux pas les séparer. À la vie, à la mort, tu te rappelles, frérot? Les sciences profanes, c'est la grammaire antique, la littérature classique, ou les sciences mathématiques. La grammaire d'ailleurs, il l'enseigne d'une façon vivante sous forme de dialogue entre des écoliers. C'est lui et ses successeurs qui généralisent les dialogues avec questions et réponses. Alcuin par exemple, il a imaginé la rencontre entre un jeune franc de 15 ans et un saxon de 14 ans où l'un interroge l'autre. Salut. Ouais, nique ta grand-mère, non? Là, on arrive vers les années 780. Et c'est pas trop la joie dans la vie d'Alcuin. Déjà, il y a des guerres dans sa région natale, c'est pas ouf. Et elle décède son prof. Du coup, en 781, pour changer les idées, il va en Italie, et là-bas il rencontre Charlemagne. Qu'est-ce que tu fous là? Les deux, ils parlent, ils discutent, il y a le feeling et tout, et Charlemagne il l'invite à Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire carolingien. Alors là, il y a une relation qui vient de se créer. Alcuin et Charlemagne, il y a peut-être une amitié entre les deux, mais il y a surtout de l'amour, non je rigole. Il y a une coopération qui donne lieu à une réforme profonde des systèmes d'enseignement et des systèmes culturels dans l'Empire des Francs. C'est ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Alcuin, il devient le principal conseiller de Charlemagne. Il inspire et il critique sa politique. En gros, quand son album il pue sa mère, il le dit. Tellement ils sont proches, Alcuin, il écrit même plusieurs traités de grammaire et de rhétorique pour Charlemagne et ses enfants. De 782 à 795, il dirige l'école du palais. Et c'est pendant ce laps de temps qu'il est retourné en Angleterre pour régler 2-3 trucs. Pareil qu'il y avait embrouille au quartier. Bon, par contre, il est vite revenu au champ en France quand il a vu que c'était des gros vikings barbus 1m90 qui étaient venus prendre leur rinté. Ce gamin d'Alcuin, il a même envoyé une lettre à un évêque anglais qui s'était fait piller son monastère en disant « Ce n'était là que le début de grandes souffrances ». Mon gars, fait une cagnotte, non? Je sais pas, aide-les un peu. Bonne chance frérot, force à toi, on est ensemble. En 796, il est nommé abbé de Saint-Martin de Tours, l'endroit où il meurt d'ailleurs en 804. Mais il est aussi abbé de Flavigny, de Saint-Loup de Troyes et de Ferrières au diocèse de Sens. C'est Charlemagne lui-même qui lui confie ses monastères. En gros, le but pour Charlemagne, c'est de placer ses pions, ses représentants laïcs un peu partout dans les abbayes pour échapper à une mainmise aristocratique jugée trop dangereuse. Les grandes abbayes, elles doivent se tenir à l'écart de la tutelle des évêques pour être placées directement sous la surveillance du roi. Un autre point à savoir sur Alcuin, c'est qu'il a fait que écrire. Déjà, il a écrit des traités sur la langue, notamment une synthèse grammaticale. Il a aussi mis son nez dans les textes liturgiques avec une révision de la Bible à la demande de Charlemagne. Il a aussi écrit pour le comte Guy de Bretagne un traité sur les vices et les vertus. En gros, il explique comment être le mec le plus vicieux de la terre, non je rigole. Et comme il écrit beaucoup et il veut faciliter un peu ça, il crée une maison de distrib, Alcuin Music Publishing, autrement appelé le Scriptorium, qui est un atelier de copie et qui sert à la diffusion de la minuscule Caroline. Alcuin, il encourage le latin. Rosa, Rosae, Rosam. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres enseignants, et ils ont tous le soutien de Charlemagne. Le latin, c'est la langue de la réflexion théologique, des poèmes et des traités d'enseignement. Par contre, c'est plus un outil linguistique réservé à une élite, plutôt qu'un outil de communication. Ah là là, on arrive à ce sujet. Vous voyez le mythe comme quoi c'est Charlemagne qui a inventé l'école? Eh ben c'est en partie vrai, mais c'est surtout grâce à Alcuin. En 789, Charlemagne y présente un grand programme de réforme, c'est le capitulaire Admonition Générale. Le chapitre 72 est consacré à l'école. Sur les conseils d'Alcuin, Charlemagne oblige tous les évêques à créer une petite école dans leur diocèse, et il fait la même chose avec tous les abbayes qui lui appartiennent. Même si c'est Charlemagne qui prend les décisions et qui est favorable à toutes ces réformes, c'est Alcuin qui force et qui réclame des écoles à Charlemagne. Si beaucoup se pénétraient de vos intentions, une nouvelle Athènes se formerait en Francie. Que dis-je? Une Athènes plus belle que l'ancienne. Dans le même temps, Alcuin y crée l'Académie d'Aix-la-Chapelle, ou l'école palatine. Là-bas, il dirige des débats publics et il propose des cours avec des aristocrates francs et des grands clercs de l'Empire, théologie, littérature. Tromper, ça va faire quoi? Tu vas aller chercher la même chose que tu prends avec ta meuf. Autant rajouter un plus, moi je suis désolée. Ils font aussi des jeux entre eux. Un des plus connus, c'est qu'ils se faisaient appeler par des noms héroïques. Alcuin, il se faisait appeler Horace ou Homère. Charlemagne, c'est David ou Salomon. C'est des noms de prestige biblique ou anciens, genre d'œuvres antiques,
dans le but de revenir aux sources. Les références à la Grèce, c'est un truc qu'Alcuin fait souvent d'ailleurs. Par exemple, il compare la cour de Charlemagne à l'Académie de Platon. Alcuin, c'était un Anglais. Du coup, il a des habitudes alimentaires différentes de la cour de Charlemagne. Il mange avec les doigts, il aime la bouillie, autrement appelée le porridge, et il kiffe la bière. Et comme c'est des haggars à l'époque, il reçoit souvent des petites moqueries par rapport à ses habitudes. L'évêque d'Orléans, il écrit un petit poème tranquille. Dedans, il fait que tailler Alcuin. C'est un haggar de fou. Mais ça va, heureusement, il le prend bien. Lui-même, il en joue. Il est éclaté. J'ai jamais entendu un poème aussi éclaté. Bon, ça le taille gentiment et tout, mais Bellec, aie le malheur de dire que tu kiffes plus la bière que le vin, et t'es blacklisté de tout l'Empire. J'abuse. Mais l'appartenance à l'élite, elle s'évalue à la quantité de vin que tu consommes. Le vin, c'est une boisson de chrétiens, une boisson de romains, une boisson de civilisés. Là où la bière est perçue comme une boisson non romaine, non chrétienne, non légitime et païenne. Du coup, pour s'intégrer, Alcuin, il boit aussi du vin. Et pas qu'un peu, hein, il veut bien s'intégrer là, le poteau. Carrément, il écrit une lettre à... Carrément, il écrit une lettre à l'évêque d'Orléans, encore lui le fumier, pour lui demander des tonneaux de vin et si possible du vieux. Il utilise même des citations bibliques pour justifier ses demandes. Bref, Alcuin a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'était une légende de son époque, contrairement à ce minable d'Erzoro. Je rigole.